Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je vous disais qu'il fallait que je reprenne les lectures de Seth. Je parle souvent d'extraits de ce livre, Seth parle. Et ça y est, je me suis lancée dans la relecture de ce livre, donc avec le tome 1. Alors pour un petit peu faire l'introduction de ce livre, un petit peu pour vous expliquer comment il a été écrit. Donc le titre, c'est pour le tome 1, c'est Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Donc Seth est une personnalité qui parle à travers Jan Roberts, l'auteur. Et en même temps, c'est pas tout à fait elle qui a écrit le livre, c'est elle qui se faisait traverser par cette personnalité, qui partage son expérience, ses vérités, du coup de l'autre côté. Et donc c'est son mari qui, à travers un dialogue avec Seth, a fait en fait les enregistrements et la retranscription de ces séances. Donc à chaque fois, dans le livre, vous avez une partie où c'est écrit en italique. Et du coup, ça, ce sont les pensées ou les remarques du mari. Et tout ce qui est écrit droit, pas en italique, eh bien, c'est le livre de Seth. Et donc Seth, dès le premier chapitre, explique qu'il écrit ce livre sans être incarné sur notre plan. Et donc, à travers la préface de Jan Roberts, elle nous explique que même elle, au début, elle a douté, à savoir si c'était pas un trait de sa personnalité, en fait, qui s'exprimait. Et elle s'est aperçue que quand elle fait comme ça des enregistrements, parce qu'elle est écrivain, donc elle écrit des livres, et si elle fait des enregistrements, si elle ne réécoute pas, elle perd le fil de ses pensées. Là, les retranscriptions, généralement les séances se font le lundi et le mercredi, et parfois le jeudi si jamais c'est décalé, et donc cette personnalité, Seth, ne perd pas le fil de ses pensées. Donc elle se dit à chaque fois, non, en fait ça peut pas être moi qui est en train de vous expliquer le livre, de faire autre chose, parce que je suis incapable de partager comme ça, comme il fait. Et en plus, elle explique qu'elle n'a pas les mêmes traits d'humour, ni la même personnalité que cette personnalité qui s'exprime à travers elle. Et en plus, elle a fait aussi des séances avec ses étudiants où eux peuvent témoigner aussi. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Jan est plus du tout la même quand Seth parle à travers elle. Elle prend même différentes intonations, différents accents, parce que cette personnalité, elle aussi explique, Seth, qu'elle doit s'adapter aussi à cette façon de communiquer avec nous dans la matérialité. Comme ce n'est plus une personnalité matérielle qui s'est incarnée là sur ce plan, du coup elle a besoin de cette adaptation. Et donc dès le début, il nous explique comment c'est possible avec Jan, parce que voilà, les deux se connaissent depuis longtemps et qu'elle était prête à ça, à pouvoir faire cet échange énergétique. Donc il y a toute cette explication-là. Donc c'est un livre vraiment super intéressant qui a beaucoup changé de choses chez moi. Et dès le chapitre 1, il nous explique que à travers la lecture, non seulement il s'adresse à nous, lecteurs qui est en train de lire, mais aussi à nous, tout notre corps. C'est comme si qu'il y avait
un rappel des mémoires, un petit peu un encodage qu'on refait au niveau des cellules pour nous rappeler tout ça. Alors bien évidemment, vous êtes absolument libre de croire ou non à ce qui est dit dans ce livre, à comment il a été fait, comment il a été rapporté, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, que le fait de lire ce livre, ça peut changer pas mal de perceptions, et pas seulement au niveau du mental. Parfois, il y a certains chapitres où mon mental ne comprend pas vraiment tous les principes de physique quantique qui sont abordés, et pourtant, l'information passe à travers le corps. Vous voyez, quand j'ai lu ce livre, j'avais des moments où j'avais des vertiges, le souffle coupé, et j'étais obligée d'arrêter ma lecture parce que parfois c'est trop. C'est trop, il y a quelque chose énergétiquement qui passe et il y a besoin d'intégration par le corps. Donc ce livre, je ne vous conseille pas de le lire en une seule fois, de prendre le temps de le lire et de vous laisser imprégner par ces enseignements. Et donc c'est grâce à ce livre aussi où j'ai pu après connecter voilà, à d'autres vies dans d'autres plans. C'est vraiment ce livre qui m'a changé un petit peu toutes ces perceptions sur l'âme, l'âme multidimensionnelle, etc. Et en fait, effectivement, vous ne pourrez pas connecter à d'autres vies, que vous appelez vie antérieure. Vous ne pourrez pas connecter à ces autres plans si vous n'avez pas cette conception d'âme multidimensionnelle. Même chose, c'est pas possible de faire un voyage chamanique si vous ne touchez pas cette notion-là, parce que l'âme multidimensionnelle, c'est vous êtes à la fois dans votre corps et à la fois c'est possible d'être ailleurs. Donc voilà, les prochains épisodes vont être un petit peu sur la lecture de cette parle, où je vais un petit peu essayer de vous partager ma compréhension du texte, ce que j'en retiens, les informations principales. Alors bien sûr avec toute modestie, parce que forcément, comme ce sont parfois des principes quantiques très poussés, ça va au-delà de ce que le mental peut enregistrer et peut comprendre et peut intellectualiser. Vraiment le livre, il est fait comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et qu'il a changé beaucoup de choses, au-delà même de la compréhension que je peux en faire. Voilà. Donc c'est parti, on va se lancer dans un nouveau chapitre et à chaque fois vous retrouverez un petit peu comme ça l'introduction pour chaque épisode qui vont venir. Donc c'est parti, on se lance dans la lecture de cette parle, l'éternelle validité de l'âme, donc le tome 1. Et voilà, nous arrivons au terme de ce tome 1 du livre 7 parle l'éternelle validité de l'âme, écrit par Jan Roberts avec la collaboration de son mari, mais c'est surtout l'entité 7 parle qui a écrit ce livre. Et donc nous arrivons au dernier chapitre, chapitre 8, le sommeil, les rêves et la conscience. Alors ce qui est super intéressant dans ce chapitre, que j'avais d'ailleurs oublié, c'est que Seth nous rappelle à quel point il est important de dormir juste ce qu'il faut, mais suffisamment. Donc il considère que dormir suffisamment, c'est à peu près 6-8 heures par nuit, là où notre période de sommeil doit être le plus long, donc c'est plutôt la nuit. Mais dormir plus, au final, c'est contre-productif parce que cela entraîne une léthargie aussi bien physique que mentale. Vous savez, c'est quand on se réveille un petit peu groggy parce qu'on a trop dormi, il faut remettre un petit peu le système en route. Et au final, raccourcir son temps de sommeil la nuit à nombre d'heures de sommeil plutôt entre 6 et 8 heures, et favoriser des petites récupérations, des petites phases de sommeil plus courtes, plus fréquentes dans la journée, ça permet de moins séparer ce monde des rêves du monde de la réalité qu'on considère en fait les deux différents. Plus on va trancher en faisant le jour, je suis éveillée, la nuit, je suis endormie, et plus on tranche que ces deux univers complètement différents, distincts, et plus on les sépare. Au lieu de rassembler, de pouvoir laisser sa conscience agir dans les deux univers et pouvoir créer des liens, se rendre compte, se rappeler aussi de ses rêves, etc. On favorise en fait cette distinction, ce morcellement avec, en coupant vraiment en deux, en se disant j'ai une partie de ma vie le jour et j'ai le monde des rêves qui est plutôt imaginaire. Et tout ça, c'est dû en fait à cette période longue de sommeil. Plus notre période est longue, et au final, plus ça crée cette distance entre les deux, cette séparation. C'est comme si qu'on n'utilisait pas toutes nos capacités, qu'on se bloquait. On se disait, voilà, dans les rêves, je peux tout faire, puisque voilà, c'est le monde des rêves, etc. Et sur Terre, quand je reviens là, dans l'éveil, je peux plus faire tout ça, alors qu'au final,
c'est pas si distinct que ça. Donc il nous conseille d'essayer de réduire ce temps de sommeil et de laisser le corps plutôt se reposer même naturellement. Les animaux, ils font ça beaucoup plus facilement que nous, de faire ces petites phases de sommeil plusieurs fois par jour par rapport à nous. Et comme ça favorise cette connexion des deux mondes, et surtout pour éviter ce clivage entre le moi qui dort et le moi éveillé. Plus on va grandir ce temps de sommeil et plus on va avoir l'impression d'être dans deux mondes séparés qui n'ont absolument rien à voir, et ça crée un petit peu ce système, comme il dit, d'aliénation, hein. Au final, on crée un sentiment où les deux ne peuvent pas coexister, il n'y a pas de lien. Et au final, on serait beaucoup plus productif en plus en faisant ça aussi dans notre partie éveillée, parce que à savoir que la conscience, elle, se repose au final quand nous, on est éveillé. C'est ce que je vous disais dans les épisodes précédents, c'est plutôt quand on dort que la conscience travaille le plus à cette construction de notre réalité, à cette construction du corps, le renouvellement cellulaire, à partir voyager dans d'autres mondes. Elle fait tout ça en même temps. Donc forcément, quand notre conscience est ramenée dans notre corps et qu'elle est éveillée et qu'elle est vraiment concentrée sur la partie matérielle, c'est là où elle se repose le plus. Donc vous voyez, si on arrivait à équilibrer un peu plus ces deux temps, ça nous paraîtrait un petit peu moins absurde ce que je suis en train de vous dire en disant qu'on travaille plus en dormant. Alors que vous avez plus l'impression de vous reposer en dormant. Donc voilà, c'est une petite astuce que Seth nous rappelle. Si on peut faire un temps plus court et avoir des différents temps de repos aussi comme ça plus court dans la journée, eh ben on sera déjà plus productif, on sera plus alerte, on favorisera tout ce qui est l'utilisation du cerveau, vous savez, le mental, on sera plus concentré, on améliorera ses capacités cognitives. Tout ça, ça permet de recréer un équilibre, et c'est la même chose pour la nourriture. Faire plusieurs repas quand on est éveillé et pas dans la phase du coup de nuit, c'est du non-sens. Il faudrait faire plutôt des petites portions, quand on a faim d'ailleurs, même ça serait même mieux, des petites portions mais voilà plus régulières, plutôt que de se dire bah voilà je me nourris dans ma phase d'éveil quand je suis éveillée et je fais rien, je suis en état de léthargie totale quand je dors et je ne mange plus rien du tout, je ne fais que dormir. Le fait de vivre comme ça, en fait on s'est coupé de notre nature même. Si on regarde les animaux, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent, hein. Ils dorment pas toute la nuit pour ensuite être actifs tout le jour. Ils ont des petits temps comme ça de sommeil au fur et à mesure de la journée. On a même l'impression qu'ils dorment beaucoup plus que nous, parce qu'ils ont ces différentes phases de sommeil réparties sur la journée. Donc après, au niveau nourriture, il suffit de regarder comment les animaux se nourrissent dans la nature. Il est possible pour certains animaux de ne pas se nourrir pendant plusieurs jours parce que tout simplement ils n'ont pas faim et ils partent après ensuite à la chasse au moment où ils ont faim pour pouvoir se nourrir. Et nous, on s'est coupé complètement de tout ça en se disant il faut 3 repas par jour. Donc je parle dans notre société, parce qu'il y a d'autres sociétés où c'est différent, c'est 2 repas, etc. Donc il faut 3 repas par jour. Le plus important, c'est celui du petit déjeuner. Il faut dormir la nuit, il faut dormir tant d'heures, il faut travailler tant d'heures. Et quand on est en plus dans la phase d'éveil, si on est fatigué, au final, notre société ne nous permet pas de nous reposer. Bah oui, on est là, on est au travail, on doit être productif. Si on est fatigué, tant pis. Donc en plus, on demande à notre corps de supporter, de carburer en sur-régime, alors que lui, il est en sous-régime, il ne peut pas. Et on lui dit, là, non, tu dois être en sur-régime parce que tu dois être en train de bosser. Donc on n'est plus à l'écoute de notre corps, de ce que l'on est, de nos envies, de ce dont on a besoin. On est dans ce que la société veut, je dois être productif. Et finalement, c'est complètement contre-productif pour soi-même. Et donc après, par extension, pour la collectivité, pour le travail. Ça sert à quoi d'avoir des zombies qui se lèvent le matin et qui vont bosser et qui rentrent le soir et qui sont crevés? Au final, ça sert à rien, ça apporte pas grand-chose de bénéfique à la société. Ok, pour la main-d'œuvre, c'est parfait, on a des zombies qui obéissent, mais pour la société, pour le collectif, ça nourrit absolument rien du tout. Donc voilà, c'est ce qui nous conseille d'avoir ces petits temps pour dormir, d'essayer d'adapter de façon différente et aussi de manger aussi de façon différente, de faire plutôt attention à ce dont on a besoin aussi, ce dont on a vraiment envie, et de répartir
cette prise alimentaire de façon différente. Et c'est vrai que, alors je vais parler toujours de moi, comme je vous l'ai dit, à chaque fois les exemples, c'est pas parce que j'ai un ego surdimensionné que j'ai envie de parler que de moi, c'est que les exemples, je préfère parler d'une personne qui est ok de vous en parler, donc moi-même. Si je vous donne des témoignages de certaines personnes, etc., c'est qu'elles m'ont dit oui, c'est ok, tu peux en parler, donc je change les noms évidemment. Parfois je change les situations parce que c'est juste pour qu'on comprenne le sens profond du message, mais pas la situation en elle-même qui en fait ne sert juste d'expérimentation. À chaque fois c'est ça, la situation on s'en fiche, c'est une expérimentation. Le message profond il est caché toujours derrière et parfois on a souvent le même message caché derrière différentes situations. Donc voilà, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Mais là, pour cette histoire de sommeil, de repos et de nourriture, quand je suis en diète, donc en diète de nourriture et énergétique pour ce processus chamanique dont je vous parle depuis un moment, quand je suis en diète et que je change absolument mon alimentation, du coup je me coupe de tout ce qui est bloquant pour soi, c'est-à-dire tout ce qui est édulcorant, sucre, sel, café, thé. Par exemple, si je prends l'exemple du café et du thé, pourquoi j'en bois ? Souvent c'est parce que je suis fatiguée, il me faut un boost. Donc au lieu d'écouter mon corps et de me dire là en fait je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On prend un café pour tenir la journée. Et donc là en fait on utilise un substitut pour se couper de son ressenti, pour se déconnecter de soi, parce que là, le but du jeu, c'est d'être productif. On s'en fiche d'être fatigué, c'est pas ce qu'on veut là maintenant, c'est pas ce qu'on a envie d'écouter, là, ce qu'on veut maintenant, c'est être productif. Donc voilà, en fait, c'est à ça que sert toute notre nourriture, c'est un petit peu à ne pas regarder ce qui est, à chercher à se mettre des filtres, des barrières pour ne pas regarder, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir avancer autrement. Donc on se voile un petit peu la face, on n'écoute pas son corps à ce moment-là. Donc quand on est en diète, à ce moment-là, en fait, on n'a plus trop le choix parce qu'on n'a pas tous ces substituts. Donc on est absolument obligé d'écouter son corps, de suivre son rythme. On n'a pas trop le choix. Là, de toute façon, c'est lui qui décide. On peut pas se dire là je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je vais prendre un sucre, un coup de boost. Non, c'est pas possible. Donc voilà, là on est obligé d'écouter et de se dire là je suis fatiguée, je suis vraiment obligée de me poser. Là, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, ça sert à ça les diètes, à pouvoir se reconnecter à soi. Et quand on se reconnecte comme ça, donc en plus en étant coupé aussi des réseaux sociaux, de la lumière artificielle, des écrans, etc., on retrouve un rythme qui est plus proche du nôtre. Et quand je fais ça, je peux vous assurer que c'est vrai, à chaque fois je dors 21h, 5h du matin. Donc tout ça sans réveil. Voilà, le corps s'habitue, prend son propre rythme. En faisant ça, donc au final je dors vraiment 8 heures. C'est vraiment le temps qu'il me faut. Donc quand vous faites ça, au moins vous savez absolument le temps dont vous avez besoin. Donc là, dans le livre de Seth, il nous dit entre 6 et 8 heures, grand max. Mais au final, c'est ça. Moi, j'ai juste besoin de 8 heures. Il y a des personnes, ils ont besoin de moins. Et il y avait aussi Raoul Barty, si vous le connaissez, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait, qui conseille lui aussi de dormir 21h à 4-5h du matin. C'est comme ça qu'il se lève. Ensuite, lui aussi, il conseille de prendre une boisson de curcuma chaud le matin au réveil, de boire ça à jeun. Donc dans mon processus, je n'ai pas le droit aux épices, donc le curcuma, c'est pas possible. Mais vous voyez, on a le même principe. C'est du citron que l'on boit aussi le matin à jeun comme ça. Et donc personnellement, je le bois chaud avec des graines de chia. À chaque fois, quand on a des processus comme ça qui se rapprochent le plus du corps, ce qu'il nous conseille, c'est pas de regarder la télé le soir jusqu'à pas d'heure, ou de sortir en soirée, ou de sortir au restaurant, manger beaucoup, lourd, boire de l'alcool, etc. Au contraire, c'est de respecter un rythme plus naturel, et quand la lumière est descendante, d'aller se coucher plutôt tôt, et quand la lumière est montante, de se réveiller plutôt avec la lumière du soleil tôt le matin. Donc c'est plutôt comme ça, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, on dit tu vas te coucher avec les poules. Donc voilà, c'est même plutôt vu de façon péjorative dans notre société, parfois. Alors qu'au final, c'est se rapprocher le plus des besoins de notre corps, nos besoins, de ce que l'on est. Donc à force de se couper comme ça de tout ce que l'on est, on s'éloigne de notre essence, on s'éloigne de notre conscience, on s'éloigne de nos capacités. Donc à force de se mettre des filtres, des barrières, tout ça, en fait, on devient vraiment, mais littéralement des zombies. On est des zombies dans une société. Si la société, si le but, être humain,
c'est de se lever, de marcher en mode automatique pour aller dans les transports en commun ou prendre la voiture, pour aller bosser toute la journée, pour rentrer le soir pour être crevé, pour faire les corvées ménagères, pour s'abrutir devant la télé pour se coucher. Franchement, si c'est ça la vie d'être humain, c'est nul. Moi je vous le dis, j'aime pas. Donc forcément, hein, je l'ai fait, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai choisi un métier où voilà, on me demandait de me lever tôt le matin, de me coucher très tard le soir, de continuer en plus à bosser à la maison. J'ai choisi en plus le boulot qui te donne double boulot. En rentrant à la maison, faut que tu prépares au final ta journée, donc c'était pas très rentable. Hein, puisque en plus après, il y a aussi toutes les corvées de la vie quotidienne. Donc au final, c'est pas très rentable, ça fait bosser un peu H24. Et quand on dort, finalement, c'est là où la conscience bosse. Donc franchement, repos zéro. Donc je l'ai fait. Je me suis dit, si c'est ça la vie, quel intérêt? Moi personnellement, j'en vois pas. Je vois pas l'intérêt de mourir en trimant au travail. Bon, alors ça c'est ma vision, hein, c'est mon point de vue. Mais du coup, avec tous ces énergéticiens que je peux égoutter, ces guérisseurs comme du coup Raoul Barty, là, comme je viens de vous en parler, si j'écoute tout ça, je vois qu'ils vivent complètement sur un mode différent, qu'ils sont coupés de tout ça, hein, réseaux sociaux, écran, télévision, modernité. Ils vivent le plus simplement du monde et finalement tout va bien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, il y a matière à réfléchir. Et même dans le livre de Seth, il nous dit de revenir à quelque chose de plus proche de nous. Donc si ça vous paraît un petit peu difficile au début, ne changez pas tout d'un coup. Mais par exemple, si vous avez des vacances, essayez de changer ce rythme en vous disant, je suis en vacances, déjà je vais arrêter les écrans le soir. Parce que en vacances, se mettre devant un écran, ça n'a pas trop d'intérêt. Quand on est chez soi, là, vous faites ce que vous voulez, hein. Ça me regarde pas. Mais quand on est en vacances, on va pas s'abrutir devant la télé, puisque les vacances, c'est fait pour profiter d'autres choses, de s'ouvrir justement à la nature, de pouvoir voyager, de pouvoir bouger, même si c'est voyager pas très loin, en pouvant sortir dans les forêts qui sont aux alentours de vous, dans la nature, au bord de la mer, en montagne, peu importe. Mais le but, c'est de se rapprocher plus de la nature, d'en profiter. Si c'est pour rester enfermé entre quatre murs, c'est pas ça vraiment l'intérêt des vacances. Donc déjà en vacances, vous allez vous dire, je me coupe de tout ce qui est film et tout ça le soir, je vais essayer de changer ce rythme-là et du coup d'aller me coucher tôt avec la chute de la luminosité, donc 21h, je vais me poser, donc peut-être qu'au début, vous n'allez pas dormir tout de suite. Je peux vous assurer, quand vous êtes en diète, en processus chamanique et que vous êtes en train de bosser, de voyager toute la journée, en voyage chamanique, en train de bosser, 21h, vous dormez, avec en plus plus de luminosité. Donc, essayez de vous poser, même juste vous poser, vous poser pour profiter et laisser venir l'endormissement comme ça, progressivement. Et puis de voir à quelle heure vous allez vous réveiller. Et à force de vous coucher tous les soirs comme ça à la même heure, à un moment ça va se réguler. Vous allez voir à quelle heure vous vous endormez vraiment, à quelle heure vous vous réveillez vraiment, et là vous serez plus proche de votre rythme. Alors ça sera encore plus efficace si vous arrivez à en plus vous limiter au niveau sucre, édulcorants, produits transformés, produits industriels, alcool, tabac, café, théine, tout ça. Si vous arrivez à en plus éliminer tout ça, c'est encore mieux, mais si vous n'y arrivez pas, déjà faites l'expérimentation juste du sommeil, voir ce que ça donne. Couchez-vous à la même heure et observez votre temps de sommeil. Et voyez comment vous récupérez. Et si jamais dans la journée, vous êtes fatigué, vous vous dites, tiens, là je vais vraiment faire une pause et je vais vraiment faire une sieste. C'est pas dans mon habitude, ou alors vous avez peut-être l'habitude de faire la sieste à telle heure précise. Essayez de pas vous focaliser sur l'heure, mais d'écouter plus votre rythme. Généralement, mes siestes préférées, et là ça va vous paraître super bizarre, c'est plutôt entre 8h et 10h du matin, j'aime bien ces moments-là, ou alors entre 20h et 21h. Donc vous voyez, j'aime bien faire des siestes comme ça, pas en se couchant à 21h, mais vous voyez, j'aime bien faire des siestes comme ça qui sont pas comme c'est prévu par la société où on dit 14, 16 heures dans ces zones-là. Ça m'arrive aussi, hein, déjà c'est rare que je fasse la sieste,
Mais quand ça m'arrive, c'est pas à des heures, on va dire, très logiques. Ça m'est déjà arrivé de faire une sieste 19h et après pouvoir enchaîner, soirée tranquille et en allant me coucher tôt, naturellement, sans être plus énervée que ça en me disant je vais pas réussir à m'endormir. Parce que on décale un petit peu les habitudes du corps et on est plus à l'écoute de ce qu'il veut. Donc au final, oui, ça peut paraître être bizarre de se coucher 3 heures après s'être levé le matin. Ça peut paraître bizarre de faire une sieste 1 heure avant d'aller se coucher. Et pourtant, si on écoute son corps, ça peut arriver. Donc voilà, essayez de faire ça pendant un temps de vacances. Si c'est pas possible quand vous travaillez parce que vous commencez très tôt et que vous finissez très tard et qu'il y a une cadence, il y a un rythme, ça forcément c'est sûr. Mais essayez pendant les vacances de voir. Vous vous couchez à la même heure et observez. Donc couchez à la même heure en oubliant, sans scroller sur le téléphone, sans les écrans et tout ça. C'est vraiment se coucher et se coucher en étant seul avec soi-même. Pas avec un livre, pas avec une distraction qui va vous couper justement de seul avec soi-même, avec vous, avec votre corps. Faut vraiment enlever tout ça. Faites le test, voyez ce que ça donne, voyez un petit peu votre temps de repos, comme ça vous savez de combien d'heures vous avez besoin, si c'est 5 heures, si c'est 4 heures, si c'est 6 heures, si c'est 8 heures. Et au moins après, dans votre semaine active de boulot, de vie quotidienne, vous pourrez vous dire, moi finalement j'ai besoin de tant d'heures de sommeil et je trouve que mon endormissement, il est pas mal au niveau de 22 heures. Donc je vais me coucher maintenant tout le temps à 22 heures. J'oublie tout ce qui est soirée, tout ce qui est film tardif, etc. C'est vraiment 22 heures mon temps où je dors le mieux, où je sens que mon corps se repose, a besoin de ce temps. Et je dors tant de temps et je me lèverai à telle heure. Et à partir de telle heure, je commencerai à être actif, à réveiller le corps et à me mettre en mouvement. Et après, trouver une solution pour pouvoir faire un temps de repos, une sieste dans la journée aussi, si ça c'est possible. Voilà, essayez déjà d'adapter ça au niveau du sommeil. Je pense que c'est le plus simple à faire. Après, au niveau nourriture, si vous avez envie de changer en faisant plusieurs petites collations, si c'est possible, aussi avec votre emploi du temps, parce qu'il y a des métiers où on ne peut pas manger en même temps que son travail. Je pense notamment à professeur des écoles, où déjà boire un café sur son temps de travail, c'est impossible. Aller faire pipi, c'est pas possible non plus, donc manger encore moins. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'avoir un métier où vous pouvez faire plusieurs petites collations comme ça, faites-le. Si vous ne pouvez pas, continuez comme ça. À vous de voir comment votre corps réagit et ce dont il a besoin. Donc sachez maintenant que quand vous enlevez tous ces filtres de nourriture, vous serez au plus proche de vos besoins, de vos envies aussi. Vous verrez ce que vous avez vraiment envie de boire, ce que vous avez vraiment envie de manger, ce que vous avez vraiment envie là tout de suite, et aussi vous sentirez le pourquoi. Pourquoi on se goinfre de chocolat, pourquoi on se goinfre de sucre. Il y a toujours une raison derrière. Donc vous saurez à ce moment-là. Vous vous dites, tiens, ouais, effectivement, j'ai cette forte envie là qui m'appelle, j'ai enlevé le sucre, tout ça, et là, je sens que j'ai franchement envie de manger salé, là, je sens que j'ai envie de manger des chips, mais en fait, pourquoi j'ai envie de manger salé, pourquoi j'ai envie de ça? Donc là, vous saurez à ce moment-là, parce que là, vous serez plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos sens, et vous serez au plus proche de ce que vous êtes, en fait, de vraiment votre essence, vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et capable d'écouter le message que vous vous transmettez en fait. Alors voilà, c'était une petite parenthèse personnelle sur cette partie sommeil-nourriture. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, sachez que quand vous travaillez dans la spiritualité, dans le développement personnel, de toute façon, il y a des choses qui vont bouger. Et il y a certains aliments, tout ça, que vous serez naturellement amené à enlever. Au début, ça paraît difficile, on se dit « Ah, mais je pourrais jamais me passer d'eux ». Et au final, quand on voit ce que ça fait, on sent que c'est pas top pour le corps, c'est pas top pour les énergies, c'est pas top pour soi, et finalement, c'est facile de retirer et d'avancer différemment. Au début, on a forcément des résistances. Il y a l'ego qui résiste, il y a l'ego qui est là et qui va dire « Ah mais non, tu peux pas te passer de café, t'imagines, tu vas pas tenir la journée, blablabla. » Oui, mais si on fait des petites siestes comme ça, des petits temps de pause, et si on est tranquille et qu'on écoute son rythme, ça va le faire. Donc voilà. Au début, il y a des résistances, mais ça peut bouger. De toute façon, en travaillant en spiritualité, en énergétique, en développement personnel, ça bouge. Quoi qu'il arrive, on n'a pas trop le choix, ça bouge. Donc le deuxième point aussi que j'aimais bien dans ce chapitre 8 que je voulais aborder aujourd'hui, c'est tout à fait envisageable pour nous de se dire qu'il y a plusieurs futurs probables.
parce qu'on se dit, bah oui, effectivement, si je choisis la voie de droite, bah ça me donne tel futur, telle possibilité, ça m'ouvre sur tel chemin. Si je choisis celui de gauche, ça m'ouvre d'autres possibilités, d'autres chemins. Et puis, entre la droite et le gauche, il y a une infinité de chemins, une infinité de couleurs, une infinité de panels à choisir. Donc ça nous paraît absolument possible de se dire que notre futur n'est pas complètement écrit parce qu'on a toujours un panel de possibilités et suivant comment on va avancer, suivant comment on va apprendre, suivant comment on va expérimenter, ça va nous modifier de l'intérieur, ça va nous changer. Donc forcément, le futur, on peut en envisager comme ça une infinité de futurs probables. Sachant qu'en plus, dans notre esprit, le futur n'est pas encore là. Donc ça nous paraît pas si aberrant. Ce que cette souligne, c'est qu'il y a autant de futurs probables que de présents probables que de passés probables. Et alors c'est là où on se dit « Ah, donc là le présent, ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est ma conscience qui se focalise sur un point et qui me dit « Bah ça, effectivement, c'est la réalité là ». Alors que si ça se trouve, si ma conscience était focalisée sur un autre point de la journée, elle serait complètement différente. Et du coup, on fait une expérimentation d'une journée dans l'instant présent, et au final, il y a une infinité de probabilités que ça s'est vraiment passé comme ça. Donc là, ça paraît un peu étrange. Là où on commence à se dire « Ouh là là, attends, mais même dans le passé, il peut y avoir une infinité de passés probables. » C'est que la conscience collective qui fait focus sur une partie de l'histoire, qu'en plus elle se raconte et se transmet, et du coup, on le met comme acquis, comme vrai, comme vérifié, comme véridique. Mais au final, il y a autant de futurs probables que de présents probables que de passés probables. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas une histoire qui est racontée, donc je parle l'histoire qu'on étudie, pas une histoire, un livre. Donc on a une histoire qui nous est racontée dans la conscience collective, mais c'est qu'une histoire, c'est qu'un point de vue et c'est qu'une version racontée, transmise, qui a été écrite, qui a été léguée par peu importe quelconque moyen. On a ces traces-là et on en déduit une histoire. Mais c'est pas l'histoire. Au final, il y a autant de passé infini probable que du coup de présent infini probable que de futur infini probable. Et en ramenant ça comme ça, en se disant que même notre passé, on s'est focalisé sur un point, mais on s'est pas forcément focalisé sur ce qui est, sur ce que les gens ont traversé et ce qui a été, c'est juste un point de l'histoire qui est ramené, et bien ça ouvre un panel de champs infinis. Et on comprend mieux, en tout cas je comprends mieux, je vais plutôt dire je, ça évite d'englober les personnes qui écoutent et qui n'y croient pas. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des personnes qui parlent des peuples intraterres, des peuples lémuriens, des peuples atlantes, alors qu'on n'a pas ça dans notre histoire, il n'y a pas de traces. Et pourtant, ces gens-là se rappellent de ce qu'ils ont vécu, ils se rappellent de ce qu'il y a eu, et il y a eu des traces de cette histoire qui a été ensuite dite par des personnes, vous pouvez le trouver, vous cherchez sur internet, et du coup, à chaque fois, on se dit ah ben ces gens-là, c'est des gens farfelus, ou c'est des complotistes, ou peu importe ce qu'on leur met. On n'envisage pas que ça peut être probable, que ça peut être possible, qu'il y a peut-être eu ces traces-là quelque part sur la ligne du temps. Il y a dans ce passé probable, il y a cette ligne de temps avec le peuple lémurien, avec les dragonniers, avec les Atlantes, avec ces connaissances-là. Donc du coup, je me dis, ah, maintenant je comprends mieux pourquoi ces gens parlent de peuples où au final on n'a pas de traces et on se dit mais d'où ça vient? D'où est-ce que c'est venu? Comment plusieurs personnes peuvent avoir la même vision des choses? Comment ils peuvent se connecter à cette énergie-là? Et comment c'est possible qu'elle existe quelque part puisque au final on n'a pas de traces qui a effacé? Et pourquoi? Et ben voilà, c'est parce que la conscience collective s'est focalisée sur un point. Et c'est exactement pareil que ce qu'on fait nous à notre échelle. Quand on se focalise notre conscience sur la réalité, sur notre corps physique, comme nous sommes vibratoires, on se focalise pas sur où on est ailleurs, on se focalise là, maintenant, sur cette partie corporelle. On lui donne une importance. Toute notre mental est focus sur cette partie-là. Donc on occulte le reste. Et ben c'est exactement la même chose avec la conscience collective. On fait focus sur une partie de l'histoire, on se raconte cette histoire, mais on n'a pas l'histoire, vraiment l'histoire avec le grand H. On a une partie. Et en plus, on a peut-être qu'une micro-partie, parce que s'il y a autant de futurs
infini probable, il y a autant de passés infini probable, donc une infinité, on peut aller très très loin. Donc c'est encore un peu à calibrer un petit peu tout ça. Tous ces passés probables, c'est comme si qu'il y avait tous ces passés de lignes de temps parallèles. C'est ce qu'on appelle en fait les lignes de temps parallèles, tout ce qui... À chaque fois qu'on fait un choix, il y a une multitude de vies parallèles suivant d'autres choix faits par notre conscience. Quand on rassemble tout ça, on a un petit peu le panel de toutes nos expérimentations, mais on aura fait l'expérimentation de tous les ventails de possibilités. Donc si on ramène ça à la conscience collective, c'est pareil, tous ces passés probables, on les a tous vécus, et quand on va les réunifier, les condenser, au final on va comprendre un petit peu mieux l'histoire, la grande histoire de l'humanité, de la vie d'ailleurs en général. Donc j'ai trouvé ce point super intéressant et ça explique aussi pourquoi on a des rémanescences de vie qui au final nous semblent ne pas exister sur notre temporalité. On se dit non, si par exemple je prends une vie, je vais dire je connais, ça paraît toujours bizarre un peu quand je dis ça, mais une vie que je connais, une vie de dragonnier, forcément les dragons, vous allez me dire, mais ça n'existe pas sur notre ligne temporelle, et pourtant... D'un point de vue énergétique, déjà je peux vous assurer qu'ils existent. Et en plus, j'ai vécu en tant que dragonnier. J'ai vécu la guerre dragonique, je l'ai revue, je me suis retrouvée dans la situation. Donc au début je comprenais pas ces images, et après quand on a fait un petit débriefing avec les gens avec qui on a partagé, on était plusieurs à avoir eu ça, et donc on a mis de l'explication sur ça, qu'effectivement on a vécu cette guerre dragonique qui d'ailleurs était terrible pour les dragons, les filles attachées aux animaux. Mais du coup, voilà, je comprends mieux en fait pourquoi on a ces traces-là, où je me disais, en fait, c'est plutôt sur une autre ligne, sur une autre dimension, qui n'est pas sur notre ligne temporelle, qui n'est pas au final, je vais pas dire réelle, mais qui est plutôt du côté fantastique. Comment je peux exprimer ça mieux? Qui est un peu sur une ligne... imaginaire, je sais pas, une ligne de magie, une ligne de fantaisie. Donc je voyais ça en dehors, mais au final en se disant qu'il y a autant de passé probable que de futur probable que de présent probable, c'est peut-être pas si en dehors de notre ligne temporelle. Donc voilà, donc ça c'est encore à affiner pour une meilleure compréhension, parce que du coup voilà, à chaque fois le livre nous fait réfléchir et nous pousse dans nos retranchements, dans nos croyances. Mais du coup voilà, à savoir que quand on ouvre à ça en se disant ah oui, finalement on n'a qu'un point de vue, on n'a pas tout, ça change la donne. Ça ouvre encore un plus grand champ, un plus grand panel sur tout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc encore une fois, merci pour votre écoute. Et s'il y a un point important à retenir spécifiquement dans ce chapitre, c'est vraiment d'essayer de vous reconnecter à votre corps, à ses envies, à ses besoins, au-delà de ce que nous impose la société. Parce que tout est fait pour nous couper de notre nature profonde, pour nous couper de nos besoins, pour nous couper de nos envies. Le but, c'est juste de nous faire produire et nous pousser à la consommation. Tout est fait dans ce but-là. Donc quand on en prend conscience, revenir à soi, à ses besoins, à se recentrer, c'est important. Ça aide pour ouvrir encore au-delà vos consciences, vos pensées, vos croyances. Encore une fois, quand vous écoutez les épisodes, vous êtes toujours libre de vos croyances, de vos pensées, de ce que vous avez envie de prendre, de ce que vous avez envie de garder, de ce que vous voulez jeter. Chacun ses croyances, chacun reste ouvert et accepte les uns les autres avec leurs particularités. Je ne suis pas là pour vous balayer vos croyances et vous dire que vous avez tort sur tout. Je n'ai peut-être pas raison sur tout non plus. Merci beaucoup encore une fois pour votre écoute. Le prochain épisode, je vais voir si je pars sur le tome 2. Si je vais avoir le temps de lire et de tourner les épisodes, puisque là on est la période charnière de l'été où je suis en plein processus chamanique, ça fait 50 milliards de fois que je vous le dis, vous avez compris. Donc là la période est un petit peu chargée énergétiquement et bouleversante pour moi et mon corps, donc j'ai besoin aussi d'avoir des temps de repos et de modifier encore ma façon de faire, mon emploi du temps, etc. Donc je vais voir sur quoi je vais enchaîner, donc peut-être le tome 2 ou peut-être un autre sujet ouvert plus léger pour l'été, ou pourquoi pas un petit peu d'expérimentation avec de la méditation, des choses que je sais faire, des soins énergétiques.
On verra. C'est pas moi qui choisis. Ce sont les guides, les esprits, l'inspiration, l'univers. Mettez ce que vous voulez derrière. Je me laisse un peu plus porter pendant cet été. Merci beaucoup, à bientôt et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés.